Guillaume. Pour commencer, on va discuter un peu de ce film, qui va surtout vous donner la parole très vite. C'est un diptyque, donc c'est deux œuvres qui n'étaient pas faites au départ pour être rassemblées. Si. C'est vraiment comme ça que tu les as pensées, comme un film immédiat tout de suite? Alors, non, enfin, on va dire que c'était deux films qui n'étaient pas destinés tout de suite à être des films, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout certain, en me lançant dans cette entreprise assez risquée, qu'il y aurait au bout un film. Et d'ailleurs, c'est Louise qui s'en est aperçue, la première, qui avait probablement un film au bout, parce que je lui ai demandé de faire une première version de montage toute seule. Donc, et quand j'ai vu ce qu'elle avait monté, je me suis dit, ah ouais, les acteurs ont vraiment donné quelque chose de très riche, et il y a quelque chose qu'il faut pousser, il faut aller au bout, quoi, de ça. Voilà. Avant de rentrer dans les détails justement des scènes et du travail d'acteur, cette structure en diptyque est assez rare aujourd'hui au cinéma, d'avoir comme ça un long métrage qui est fait en fait de 2 moyens métrages. Qu'est-ce que ça apporte pour toi de fait de voir ces 2 moyens métrages côte à côte? Parce que dans un diptyque, il y a toujours du sens de coller côte à côte 2 histoires. Oui. Moi, j'ai l'impression que les films, même si c'est deux récits autonomes, que les films en fait se répondent et se complètent en fait, mais d'une manière assez souterraine, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'à eux deux, ils font, j'espère en tout cas, vivre aux spectateurs quelque chose de l'été, quelque chose de la jeunesse, qu'il y a quand même quelque chose d'ailleurs aussi des rapports hommes-femmes, c'est comme quelque chose, des rapports, on va dire, un peu accidentés, contrariés entre les hommes et les femmes qui traversent les 2 films. Il y a à mes yeux un premier film, enfin une première partie qui est plus légère, qui est très simple en termes de narration, et puis une deuxième, je trouve, qui est peut-être un peu plus complexe. Un peu politique aussi, un peu plus... Voilà, avec une forme de gravité qui vient comme ça s'inviter déjà de manière un peu souterraine dès le début du deuxième récit, et puis évidemment très brutalement avec les attentats de Nice qui se sont produits pendant le tournage. Donc oui, en fait, alors, la question s'était posée de l'ordre dans lequel montrer ces 2 films, sachant qu'il y avait un troisième qui avait été tourné la première semaine de cet atelier, qui lui n'était pas suffisamment, qui portait encore trop la trace de ce travail justement d'atelier, d'exercice. Et donc entre ces deux-là, au début j'étais tenté de les montrer dans l'autre sens, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez... que l'ami du dimanche pouvait adoucir et réparer un peu après la brutalité de la fin d'année de la fête nationale. Mais en fait, assez vite, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de beaucoup plus juste dans cet ordre-là, en fait. Et qu'il y a quelque chose, comme si à la fin du deuxième, l'été... c'est déjà la fin. Ouais, l'insouciance, une forme d'insouciance, et l'été était passé, quoi. Et puis en plus, il y a quelque chose d'assez beau avec la fin du premier film, ces deux jeunes femmes qui s'endorment dans le RER, épuisées par cette belle journée d'été chargée d'imprévus, et deuxième film qui démarre sur ce réveil pour le moins brutal. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui me semblait fonctionner assez bien dans cet ordre-là. Louise, toi qui as donné naissance donc au film au début en montage, tu as vu pareil ça tout de suite, que ces films se répondaient? Oui, dans la mesure où pour moi c'est des variations sur un thème, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant justement pour toucher à cette légèreté, d'avoir des formes courtes et en même temps qui se déclinent de plusieurs manières et qui permet à chaque fois de les voir un peu différemment. Comme à chaque fois, on voit dans les films, je trouve, les situations se déployer de façon différente et comme on ne s'y attendait pas. Et moi, je trouve que la variation, c'est quelque chose qui amène justement une tension, une complexité dans des formats un peu légers, quoi. On sent d'ailleurs au montage que vous avez travaillé pas de la même manière, que La Vie du Dimanche est quelque chose de peut-être de plus simple, de plus atmosphérique. Oui, de plus atmosphérique, ouais.
C'est vraiment une direction que vous aviez choisi, d'avoir deux formes quasi différentes? Non, c'est la matière qui a imposé ça, et c'est vrai que sur la nuit du dimanche, ça reposait peut-être moins sur la tension dramatique et plus sur l'écriture cinématographique en elle-même et la longueur des plans, presque l'atmosphère et la chorégraphie en fait de la caméra. Justement, moi j'avais commencé à un moment donné à monter les choses de façon très mécanique au début pour voir un peu ce qu'on avait, et c'était beaucoup plus découpé, et ça nous a permis de voir qu'il fallait décider quelque chose, écrire quelque chose, et donc faire des choix dans une écriture vraiment de montage qui allait donner naissance à cette atmosphère-là du film, quoi, et donc être plus dans la durée des plans et dans la sensation. Ouais. Dans le travail avec les comédiens, qui est quand même au cœur du film, donc on rappelle que c'est un projet autour du conservatoire et donc une sorte de mise en avant de jeunes comédiens. En fait, c'est pas, ce que j'ai pu comprendre, pas très peu scénarisé, et pourtant on a vraiment tout de suite l'impression qu'ils sont chez Guillaume Braque. On est dans Tonnerre, on est dans Un monde sans femme, il y a une tonalité, une écriture, une manière de parler, une espèce de naturalisme un peu lyrique qui te ressemble assez bien. Comment tu les as influencés en fait? Ça me fait plaisir si on ressent ça, parce que ça veut dire que tout ne passe pas par l'écriture, en tout cas par l'écriture scénaristique, par les mots, mais qu'il y a des choses qui passent en effet par le désir ou l'univers qu'on transmet à des acteurs, la façon dont on les met en situation, évidemment la mise en scène, le mélange de tonalités, parce que finalement ces films, il y a ce mélange et ces ruptures de ton, ces contrastes auxquels moi je tiens énormément dans chacun de mes films, y compris d'ailleurs en documentaire, qui consistent à pouvoir passer d'une situation vraiment très drôle à une situation très douloureuse ou grinçante ou gênante, et puis repartir d'un éclat de rire un peu libérateur. Moi, ce genre Et c'est des indications que tu leur as données tout de suite, en leur disant on va aller dans le contraste, on va chercher des choses... Non, je ne l'aurais pas dit comme ça. Non, moi en fait j'avais écrit une trame d'histoire qui tenait sur 2 pages à peu près pour chaque projet. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, qui avait été très important dans le processus de travail, c'est qu'en fait, comme je connaissais peu ces acteurs et que moi j'ai absolument besoin d'avoir quand même un lien un peu intime avec les gens que je filme, le fait de les connaître qui donne envie de les filmer, j'avais demandé de me recevoir chacun individuellement chez eux. Donc j'avais été dans leur studio, dans leur chambre, et je leur ai demandé de me parler pendant 1 heure. J'avais filmé ça d'ailleurs, de me raconter des choses sur eux. Je leur posais des questions. J'étais allé avec une scénariste avec qui j'avais travaillé au début du processus. Et en fait, beaucoup de choses sont venues de là. Je suis allé chez Sipan, qui fait le pompier, qui m'a parlé de sa passion pour la danse, qui m'a montré une vidéo dans laquelle il dansait. Je suis allé chez Andrea, l'Italien, qui était en train justement de répéter un morceau, une chanson politique française, qui chantait avec son accent italien, que je trouvais au début un peu faisait rire, et puis après que je trouvais assez forte et poignante. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont venues comme ça de ces rencontres que j'ai faites avec eux. J'avais compris aussi que, par exemple, Milena et Lucie, les 2 jeunes femmes de la première partie, étaient très amies. Je voyais un rapport entre elles qui finalement ressemblait un petit peu à ce qu'il y a dans le film, mais sauf qu'on s'est amusé à pousser les choses, à accentuer les situations, à mettre de la fiction sur une base assez réelle. Voilà. Donc, ça veut dire que pour travailler l'intime, puisque vraiment le sujet de ton cinéma c'est l'intime, c'est même quasiment l'invisible dans l'intime, il faut que tu sois extrêmement intime avec les acteurs. Et cette proximité-là pour toi, qui te donne quelque chose? Ouais, en tout cas qu'ils aient envie de me donner quelque chose. Ouais. Voilà. Alors après, je ne sais pas exactement comment ça se fait. C'est très différent quand je travaille avec Vincent Macaigne, que je connais depuis 10 ans. Donc là, évidemment, il y a une complicité très très grande, une intimité très très grande. Là, c'est des acteurs que j'ai rencontrés 1 mois et demi avant de tourner avec eux. Donc c'est ça t'a inquiété, ça? Oui, ça m'a beaucoup inquiété au début.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne me sentais pas capable d'écrire de dialogue, en fait, parce que je ne savais pas comment les faire parler. Je ne les connaissais pas assez, donc je ne savais pas quels mots ils pouvaient utiliser. Et je me suis dit que le moyen le plus honnête, enfin, était de leur laisser la liberté de parole, quoi. Enfin, plutôt que de leur imposer des mots qui étaient ni les miens ni les leurs, en fait. Et après, c'est un travail qui s'est fait d'affinage, enfin, par rapport à leurs propositions. Une direction d'acteur pure, en fait. Oui, même si c'est ça qui est troublant, c'est qu'en fait, diriger des acteurs, c'est pas forcément se rouler par terre, leur donner des tonnes d'indications. Enfin bon, il y avait quelque chose aussi de leur faire confiance, de les laisser faire, de leur laisser aussi un espace assez grand de jeu, parce que les plans duraient longtemps. Si je prends par exemple la scène du repas dans le deuxième film et de la danse, alors la scène est découpée, il y a plusieurs plans, et c'est d'ailleurs une scène extrêmement complexe à monter pour Louise. Mais chaque prise durait 20 minutes, enfin, et ils avaient vraiment le temps de vivre un moment ensemble, d'autant qu'ils étaient très complices, parce qu'ils avaient travaillé depuis 2 ans ensemble au conservatoire, donc ils se connaissaient très bien, ils savaient jouer les uns avec les autres. Donc moi j'ai profité de ça aussi, de récupérer quelque chose de... Ouais. Bon, quand on appelle un film Conte de Juillet, on est obligé de passer par là. Éric Rohmer, qui est évidemment un fantôme dans ton cinéma, mais particulièrement ici. Comment on gère ce fantôme-là, et surtout, est-ce qu'on l'accepte ou est-ce qu'on le rejette, le fantôme d'Éric Rohmer? Eh ben, on propose au film du Losange de distribuer le film. Voilà. Non. C'est volontaire? Ou c'est un clin d'œil d'appeler ça Conte de Juillet? C'est vraiment... Non, je trouvais le soir de la remise du prix Jean Vigo, ils ont dit inscrit dans une tradition de cinéma. Je trouvais ça assez juste. C'est parce que c'est quand même très différent. Tu vois, je trouve que les films sont quand même ont une identité propre. Et je trouve ça assez chouette, cette idée qu'on part d'un référent pour aller ailleurs, quoi. En fait, c'est exactement ce que dit Louis, c'est que j'ai l'impression que c'est souvent le point de départ. En fait, ça me donne une impulsion, mais après, je crois que je m'approprie vraiment les choses. Et d'une certaine façon, le fait que le film s'appelle Conte de Juillet, c'est rester une façon d'être honnête par rapport au point de départ, et puis par rapport à... d'autant, encore une fois, que comme au début, il y avait une dimension un peu d'exercice de style dans ce projet, il y avait cette idée de faire quelque chose, de faire un exercice de style romérien avec eux, au début en tout cas. Et puis progressivement, évidemment, j'ai mis des choses de moi, et dans le deuxième film, je pense qu'on s'éloigne assez nettement de l'univers romérien, enfin, dès la scène d'ouverture, parce que je ne l'aurais pas imaginé chez Rohmer, cette scène. En tout cas, la scène aurait été coupée plus tôt. Mais justement, quand on appelle un film Conte de Juillet, mais ça dit Conte de Juillet, c'était évidemment une référence à Rohmer, mais c'était aussi une référence à Aung San Suu, pour ceux qui connaissent, qui d'ailleurs lui-même se réfère beaucoup à Rohmer, donc finalement tout ça tourne en rond, mais Aung San Suu a fait un film qui s'appelle Conte de cinéma, enfin bon voilà, il y a quelque chose aussi... Et puis en fait, ce qui est amusant, c'est que Rohmer a fait Conte d'été, moi c'est Conte de Juillet, donc en fait on va dire que c'est... C'est le début de l'été. Enfin, non, c'est un tiers de Rohmer, quoi. C'est un tiers de Rohmer et puis 2 tiers de... Ah, pardon, vous trouvez ça drôle parce que vous en avez assez? Justement, j'ai eu un peu peur de ces applaudissements, je me suis demandé si ça voulait dire taisez-vous. Mais... Pour clore le rapport à Rohmer, justement, le rapport au conte chez Rohmer, il y a un côté l'accent du moralisme, du moraliste au sens littéraire du terme. Quel est ton rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut tirer de ces histoires? Est-ce qu'il faut tirer quelque chose ou pas de ces histoires-là? Est-ce que toi, c'est comme ça que tu les vois, ou au contraire, c'est simplement des fragments? C'est compliqué de répondre, je sais pas, Louis, tu veux répondre ou... Moi, je trouve qu'on est plus dans le fragment que dans le conte moral, mais je ne trouve pas qu'il y ait il s'est construit comme un conte, mais je ne me dis pas à la fin, je me dis pas comment dire, je porte pas de jugement moral sur ce qui s'est passé. Au contraire, je trouve que les choses se renversent et que tout est présenté dans une certaine complexité. Donc, ce qui serait d'ailleurs la morale de ces histoires, c'est que tout est plus complexe. Oui, on peut voir ça comme ça aussi. C'est bien parce que hier,
j'ai montré les films à des classes de seconde, enfin de lycéens, et ils m'ont dit, monsieur, mais en fait, quel message vous voulez faire passer avec vos films? Ça, c'est la question, c'est très dur de répondre à ça. Non, mais ce que tu dis est autre chose, enfin, c'est plutôt la question de la morale. Mais je suis d'accord avec Louise, en fait, je pense que il y a une dimension conte moral, mais les films sont de toute façon trop courts. Enfin, un conte moral de Rohmer, c'est 1h30. Là, en effet, tu as raison, il y a quelque chose de fragmentaire, forcément. De la miniature aussi. Oui, de la miniature, bien sûr. Même si, moi j'ai l'impression en fait, d'une certaine façon, la morale, s'il y a une morale dans le film, pour moi, c'est la journaliste dont on entend la voix qui dit il y a plus grave, plus loin. Et pour moi, cette phrase, elle disait beaucoup de choses, en fait. C'était une façon aussi de relativiser, en fait, non pas de nier l'importance, mais d'un peu relativiser, de nuancer l'importance de tout ce qu'on vient d'assister, en fait. Et c'est une question que je me pose souvent, même par rapport à mon cinéma en général, enfin aux films que je fais. Je me dis toujours, il se passe des choses tellement importantes dans le monde. Est-ce que c'est légitime de raconter des histoires entre des garçons et des filles, des histoires de sentiments, etc. Et je me pose sans cesse cette question, en fait. Et j'ai l'impression, heureusement, qu'il y a quelque chose, quand même, j'espère, du monde et quelque chose de politique qui traverse un peu... la relation amoureuse des personnages. Ouais, enfin, qui existe même dans les lieux, qui existe voilà, mais que j'aborde pas frontalement, évidemment. Mais d'ailleurs, je dois dire que au tout début, c'était un moment donné où il y avait quelque chose de très très politique dans la période où on a tourné. C'était au moment de Nuit debout. Les comédiens étaient très concernés par ce mouvement. Et au début, j'avais l'ambition de faire un film. J'aurais dit, j'aimerais bien qu'on fasse un film sur la parole politique, etc. Évidemment, je me suis rendu compte que j'en étais pas capable. En tout cas, que c'était voilà, dire je vais faire un film politique, je ne sais pas faire. Mais que le politique revienne d'une manière un peu détournée. Par la légèreté aussi. Ouais. C'est toujours le cas. Oui, je pense qu'il y a quand même parfois des films dont l'ambition est, pour le meilleur ou pour le pire, est ouvertement de faire de la politique. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Voilà, il y a une question à la liste. Je vais donner mon micro. Bonjour, bonsoir, félicitations pour ce film. En fait, j'avais 3 petites questions. Donc, la première, quelle a été le durée de tournage de chacune des 2 parties? La deuxième, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'improvisation. Donc, est-ce qu'une fois qu'il y avait un plan qui était tourné une première fois, le texte du coup était figé pour les prises suivantes, ou est-ce que ça réimprovisait à chaque prise? Puis la troisième, c'était sur un élément un peu plus précis, donc le défilé du 14 juillet. Est-ce que vous avez filmé ça un peu à la sauvage, ou est-ce que vous aviez du coup les autorisations, les figurants, tout ça, ou est-ce que du coup vous avez juste suivi vos 2 acteurs principaux à la sauvage dans une fête du 14 juillet? À la sauvage. D'accord. À la sauvage. Tout du long d'ailleurs. Sergi aussi. Chaque film, non, Sergi quand même, enfin on avait le droit d'y être. Chaque film, ça a été 5 ou 6 jours de tournage. Je crois la nuit dimanche, je crois que c'était 6 jours, et à Neu, je crois que ça a été 5 jours. Le dernier jour étant le 15 juillet, le lendemain des attentats. Par rapport à votre question, c'est la réécriture de prise en prise, hein, c'est ça? Oui, en gros, ouais. Est-ce qu'entre chaque prise, après, il récitait le même texte, ou Non, vous pouvez réimproviser? c'était bien sûr pas figé. Il pouvait y avoir des variations, des ajouts. Enfin, après, Louis s'en rappelle peut-être mieux que moi, mais en tout cas, comment dire, je dirais que c'était plus un travail quand même peut-être d'affinage dans le rythme, enlever certaines répliques inutiles, aller, voilà, mais ça bougeait à chaque fois. Il ne s'agissait pas de refaire à l'identique la même chose à chaque fois. Ce serait vraiment ça aurait été un peu dommage pour un film qui n'était pas écrit, improvisé, de geler complètement les choses au bout d'une prise. Enfin, donc en fait, oui, ça bougeait. Peut-être Louis. Non, justement, tout à l'heure, on parlait de la marche de liberté qui était les 5 comédiens. J'essaie de me souvenir, mais effectivement, il y a une trame qui est un peu toujours la même dans les prises, avec des mises improvisées, quoi. Donc il y avait des variations. Ah oui. On allait chercher des choses dans des prises au son qu'on a mis sur l'image. Quand on gardait les choses qui étaient bien, c'était autant à l'image qu'au son. Et effectivement, il y avait des choses qui pouvaient exister sur une prise et pas sur une autre. Et vous dites que vous avez fini le lendemain du 14 juillet 2016, en fait. Ouais. C'était vraiment ça. Donc la fin, elle n'était pas prévue comme ça. Ça vous est tombé dessus, c'est le cas de le dire. C'est tombé dessus, vraiment, D'accord. c'est le cas de le dire. On a même failli ne pas tourner le lendemain, en fait.
Enfin, je vous passe le récit des choses, que c'est un peu long, mais ouais, ça a frappé un peu de plein fouet le tournage, les acteurs, notamment Anne, dont c'était véritablement le dernier ou l'avant-dernier jour en France, avant qu'elle reparte, parce qu'elle étudiait un an en fait en France, elle repartait en Norvège, avait très très mal vécu, elle avait fait une crise d'angoisse, elle ne voulait plus tourner le lendemain, enfin, elle était très mal en point, etc. L'acteur italien Andrea avait une sorte de lumbago de tour de rein, il n'arrivait plus à se lever de son lit, enfin, il y a quelque chose d'assez spécial. Et en fait, en discutant, on se disait qu'on ne savait pas du tout comment, à chaud comme ça, intégrer cet événement. On aurait l'impression d'être comme ça, un peu comme des vautours, quelque chose un peu malsain comme ça, à sauter sur l'occasion en quelque sorte. On appelle tout en vie. Et puis après, évidemment, au montage, on sentait que le film était vraiment inscrit dans cet été-là, et en plus se déroulait le 14 juillet, parce qu'on avait cette grande scène sur les Champs-Élysées, qui donc s'est faite sans autorisation, mais au milieu des caméras de télévision, finalement on passait complètement inaperçu. Il y a même un type qui nous avait dit qu'on avait vraiment l'air pas sérieux du tout, et qu'on faisait complètement amateur. Il disait, je suis sûr que vous faites de la merde. Ouais. Ouais, c'est assez agressif. D'autres questions? Mais donc voilà, non, et donc c'est au montage avec Louise qu'on a réintégré en quelque sorte cette nouvelle des attentats, et sachant que la réaction de Anne, d'une certaine façon, était tellement forte qu'elle nous semblait presque plus juste reliée à cette annonce des attentats que comme conséquence du psychodrame qui venait de se passer.